Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Alliance Alliance Bâtiment Circulaire. C'est quelque chose maintenant qui est effectif depuis le mois d'avril. On avait lancé ça à l'occasion de la crise en fait du Covid. Et je vais vous présenter rapidement ce que c'est l'Alliance Bâtiment Circulaire et vous dire un petit peu quel sera l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. C'est bon, Sébastien, vous le voyez? C'est bon? OK. Donc, déjà aujourd'hui, merci à Sarah Vassal, donc, qui est responsable du service écoplâtre chez ETEX, et puis à Sébastien Billet, en fait, qui est directeur du développement chez Reclaim Revalorisation, de se joindre à moi pour ce webinaire consacré à un exemple de processus de régénération circulaire du plâtre. Pour information, l'Alliance Bâtiment Circulaire, ce n'est pas une association, ce n'est pas un business, c'est juste l'occasion de pouvoir partager entre nous les bonnes pratiques, les retours d'expérience, les outils qui nous permettent de faire de la véritable économie circulaire. Je vous dirai en fait ce qu'on entend par là au sein de l'Alliance Bâtiment Circulaire. Donc, il n'y a pas d'adhésion, c'est juste en fait un partage d'informations entre les différents intervenants du bâtiment. Et l'idée, c'est plutôt de donner la parole à différents acteurs qui ont des choses à partager dans le contexte de cette économie circulaire appliquée au bâtiment. Nous, en tant que Psychléa, on s'occupe d'organiser, donc on crée un petit peu l'écran pour que les choses puissent être partagées. Donc, je suis Eric Alodi, je suis donc le cofondateur de Psychléa. On est actif depuis 13 ans dans l'économie circulaire, à une époque où ça ne portait pas encore ce nom-là. On a introduit le Cradle to Cradle en France, qui est la norme internationale de l'économie circulaire. Et le terme économie circulaire, circular economy, en fait, est arrivé vers 2012-2013. Il a été inventé, si on peut dire, par Ellen MacArthur dans le cadre de sa fondation. Et l'idée, c'est vraiment de voir que l'économie circulaire, et on va en parler pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ça, ce n'est ni la valorisation de déchets et ce n'est pas non plus le réemploi, ou pas en tout cas pas que le réemploi. Donc, vous avez vu que la loi de janvier 2020 associe beaucoup le réemploi à l'économie circulaire. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, l'approche initiale orientée déchets, qui est très linéaire, qu'on appelle le cradle to grave, du berceau au tombeau, c'est extraire, fabriquer, utiliser, jeter. L'approche économie circulaire, c'est vraiment imiter la nature, c'est-à-dire créer des cycles. Donc, du berceau au berceau, cradle to cradle. Donc, ça veut dire peut-être extraire une première fois, fabriquer, utiliser, peut-être en fin d'usage, réemployer, réparer, réutiliser. Mais une fois qu'on a peut-être réemployé, réutilisé, derrière, en fait, il faut réinjecter cette matière première-là dans les processus de production. Et si on ne le fait pas, elle sera juste passée une fois par chez moi, peut-être sous forme de réemploi, avant de finir au cimetière, puisqu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de ressources usagées du bâtiment finissent en enfouissement ou en incinération ou à l'export et très peu en recyclage. Pourquoi c'est important de s'inscrire dans une véritable économie circulaire où finalement la matière est réinjectée dans des processus de fabrication? Je vais juste vous donner un exemple qui est assez parlant. Là, vous avez une espèce de panel qui a été fait par Yale University au niveau des métaux, qui regardait finalement les réserves dont on disposait par rapport à tout type de métaux. Il y en a un qui est intéressant, enfin ils sont tous intéressants, mais il y en a un qui est intéressant, c'est le cinquième à partir de la gauche qu'on appelle l'indium. On n'a que 19 années de réserve d'indium et c'est absolument pas recyclé. Or, l'indium, c'est un composant indispensable à la fabrication des écrans LCD et des panneaux solaires. Ça veut dire qu'on est en train de vouloir remplacer des énergies dites non renouvelables parce que du fait de la finitude des énergies fossiles, du pétrole ou du gaz, qu'on estime à 100, 150 ans, par des énergies dites renouvelables, mais lesquelles s'appuient sur des produits
qui utilisent des composants, par exemple indium, qui sont peut-être encore moins renouvelables que le pétrole ou le gaz. Ça veut dire qu'il faut vraiment penser, quand on fabrique un produit, à la durabilité de ces composants ou à la recyclabilité de ces composants. Donc, c'est important de les récupérer en fin d'usage. Sinon, on se retrouve avec des choses qui sont moins durables que ce qu'on imaginait. Donc, vous voyez, par exemple, le cuivre, il est recyclé à hauteur de 31%, mais il y a beaucoup de cuivre qui a été perdu pour les générations futures parce qu'il était enfoui à l'IAG, etc. Et pour la petite histoire, ce qu'on appelle les terres rares, en fait, c'est ce qu'il y a de plus commun. C'est rare plutôt pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de gisement. Donc, c'est vraiment important dans cette période qu'on a vécue, où on a parlé beaucoup de pénurie, se dire que si on ne récupère pas ces matières premières pour en faire des matières premières secondaires, et peut-être un jour être vraiment en mode en cycle fermé sur des matières premières secondaires et plus sur des matières premières, si on ne fait pas ça, eh bien, on va inévitablement dans un mur en matière de disponibilité des matériaux. Et là, il n'y aura pas de plan B, à moins de changer de planète. Bon, il y a des gens qui y travaillent, mais c'est pas si bon jusqu'à quel point ils vont réussir. Quand on regarde un bâtiment, donc, c'est beaucoup de ressources. Hein. Il y a 50 millions de mètres carrés qui sont construits en France tous les ans. C'est considérable et ça engouffre, on va dire, à peu près 35% des matières premières. Le cheptel, le patrimoine au niveau français, au niveau bâtiment, c'est environ 1 milliard de mètres carrés. C'est relativement stable. Et vous voyez, quand on regarde un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Ça veut dire que voilà, ces composants sont remplacés pendant la vie du bâtiment, on se représente à peu près 75% des constructions qui sont renouvelées pendant sa vie, et certains plusieurs fois, selon qu'on parle du mobilier, de cette technique, des cloisons, la façade, évidemment, la structure, c'est pas renouvelé. Mais vous voyez en fait qu'il y a une vraie, voilà, les ressources circulent. Et c'est faux de penser que, par exemple, un bâtiment, en réalité, ça deviendra un déchet au bout de 30 ans. Non, ça vit tout le temps. La durée d'usage d'une moquette, par exemple, c'est 6-7 ans. Et encore, ça dépend si elle est sur des passages fréquentés ou pas. Le mobilier, c'est moindre, etc. Donc, c'est vraiment en fait un métabolisme où beaucoup de produits rentrent et sortent. Comme aujourd'hui, on est beaucoup dans un modèle linéaire où finalement on introduit dans notre bâtiment des produits fabriqués avec plus ou moins de vertus, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'en fin d'usage ou pendant la vie du bâtiment, ces produits ne sont pas gérés, très souvent, ils finissent en enfouissement, en incinération, un petit peu en recyclage, parfois à l'export, y compris via des filières illégales, et on paye quelqu'un pour ça. On paye un gestionnaire de déchets en fait pour nous débarrasser de nos déchets. Donc on est encore sur une approche sanitaire. Donc on est dans un modèle qui est un peu fou en fait, où finalement on a plein de ressources. Vous voyez, 50 millions de mètres carrés, c'est 35% des matières premières. Donc on a finalement notre bâtiment, c'est un gisement de produits et de matières premières. Et en fait, on s'en débarrasse alors qu'elles ont encore une valeur résiduelle. Et selon un modèle économique, finalement, on paye quelqu'un qui va du coup de son côté, lui, essayer de s'en débarrasser à moindre coût, ce qui explique que beaucoup de choses qui pourraient peut-être être régénérées finissent en enfouissement ou à l'export parce que c'est moins cher, ou en incinération parce que c'est plus simple. Or, le bâtiment, c'est 70% des déchets en France, le BTP en général. Le bâtiment, c'est en émissions directes, c'est-à-dire de CO2 consommé au niveau énergétique, c'est 26%, et on n'intègre même pas là-dedans ce qu'on appelle le carbone gris, donc l'empreinte de production qui a servi depuis l'extraction jusqu'à la fabrication, donc à fabriquer qui a été mis l'empreinte carbone et le CO2 nécessaire ou émis pendant la fabrication du produit. Donc on est là face finalement à un secteur où si on commence à penser différemment, on aura un impact extrêmement positif. La manière de penser différemment, c'est de chercher à boucler la boucle. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le bâtiment finalement comme une source inéluctable de déchets de coûts, de se dire que si je gère mes ressources différemment, si je les gère dans le temps, si je construis mon bâtiment comme une banque de matériaux, et si je caractérise les ressources qu'il constitue, on y reviendra ensuite, derrière, on doit pouvoir récupérer la valeur résiduelle de ces produits-là à travers voilà, ce qu'on appelle un resource manager, donc quelqu'un qui va nous permettre, en gérant et en créant des écosystèmes, de faire en sorte qu'on puisse faire des économies en tant que propriétaire, voire générer de nouveaux revenus. En gros, j'ai une mine. Mon bâtiment, c'est une mine de ressources. Soit je paye quelqu'un pour m'en débarrasser et là, je déporte de la marge en fait chez mon fournisseur et les fournisseurs, les sous-traitants de mon fournisseur, soit je le garde pour moi en tant que propriétaire. Quand on fait ça, les premiers chiffres qui commencent à émerger, ça veut dire quand même qu'on peut récupérer jusqu'à 15% du coût acquisition matière au produit initial.
sur un bâtiment. Ce qui veut dire que sur un bâtiment donc, où j'aurais payé 1 400 € du mètre carré pour sa construction, la part de produit, la valeur en termes de produit, c'est à peu près 37-40%. Je peux récupérer 73 € du mètre carré si je gère correctement mes produits. Et on peut régénérer les produits du bâtiment à travers un peu de réemploi. En général, c'est de l'ordre de 5, 7, 8%. C'est compliqué les réemplois pour des raisons de temporalité, d'assurance et d'acceptabilité, ou à travers des matières premières secondaires qui vont réintégrer les processus de production. Et on en aura un exemple tout à l'heure avec Sarah et Sébastien. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de bâtiments qui sont rentrés dans cette dynamique-là. Alors, quand je dis pas mal, 400 000 m², donc c'est peu comparé aux 50 millions de mètres carrés, donc il reste beaucoup de travail à faire. Mais on est sur une courbe et un paradigme différent que le paradigme du déchet habituel. Donc, on a quand même des hôtels avec des gens comme Accor Hotel, des sièges sociaux qui sont construits sur ce modèle-là, avec Vinci, Sogeprom, des parts d'activité. Par exemple, c'est Arcueil avec la compagnie de Salzbourg, des centres commerciaux. Par exemple, ça, c'est construit par la Poste Immo et Frey sur Rennes, des campus universitaires. Pour Deloitte, on construit Platec City, ou par exemple du logement, Sogeprom, par exemple à Marseille, ou Hertel avec cette tour à Paris. Donc, il y a une dynamique qui est en train de grandir, mais qui est encore trop légère. Et c'est pour ça, notamment, qu'on fait ces webinaires-là, c'est pour dire un autre monde est possible, tout le monde en parle, maintenant, à nous de le faire. Alors, comment on le fait? Et qu'est-ce que c'est un bâtiment circulaire? Ça veut dire un bâtiment qui est conçu pour être démonté le plus possible. Il est conçu selon le concept banque de matériaux. Et ça veut dire quoi, une banque de matériaux? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est conçu pour être démonté, non seulement pour des raisons de flexibilité, de réversibilité, mais aussi pour pouvoir démonter, déposer plus facilement ses composants. Donc, plus on le déposera rapidement et facilement, plus on aura une chance d'avoir un modèle économique qui soit positif au niveau de mon économie circulaire. Soit dit en pensant, par exemple, c'est des choses qui ont été appliquées chez AccorInvest pour les hôtels Ibis. Plus ils ont fait des chambres circulaires, plus ils vont démonter rapidement la chambre, facilement la chambre, plus en plus ça permettra de rendre cette chambre indisponible moins longtemps, parce qu'on va diminuer le temps de disponibilité du fait de la démontabilité. Mais ça consiste aussi à caractériser les composants du bâtiment. Ça veut dire qu'on a besoin de savoir quelle est la composition des produits que je vais utiliser, quels sont ces degrés, les informations sur sa non-toxicité, quelles sont en fait les informations sur les prochaines vies associées à mon produit, quels sont aussi éventuellement des guides de montabilité, de démontabilité, l'empreinte carbone de mon produit, l'énergie qui a servi à le produire, l'impact sur l'eau, l'impact sur le social. C'est ce qu'on appelle un passeport circulaire. Donc, c'est quelque chose qui commence à émerger de plus en plus au niveau industriel. Upcycla, par exemple, a créé il y a 4 ans une plateforme pour permettre de pouvoir déclarer ses passeports. Donc, les fabricants aujourd'hui peuvent déclarer, reçoivent des comptes pour pouvoir déclarer librement les passeports circulaires de leurs produits et dans une librairie open source de produits sains et circulaires qui peuvent être aussi accédés gratuitement par des gens qui souhaitent avoir accès à cette librairie-là. Vous voyez des petits pictos, si vous voyez en fait sur l'écran de droite, c'est un petit peu en mode Yuka, c'est pour permettre de pouvoir dire par rapport aux aspects de non-toxicité, circularité, etc., si le produit en fait est vraiment vertueux. Donc il y a un contrôle qualité en fait qui est fait par nos soins sur ces produits qui sont rentrés dans cette librairie. Donc première chose, il faut concevoir le bâtiment selon le concept banque de matériaux. Deuxième chose, c'est pas le tout en fait d'avoir caractérisé des produits avec un passeport circulaire, il faut que ce soit de bons produits. Alors les meilleurs produits qu'on connaisse à ce jour, ce sont les produits qui sont certifiés Cradle to Cradle. Cradle, c'est la norme de l'économie circulaire, c'est international, ça du début des années 2000. Aujourd'hui, il y a 10 à 15 000 produits qui sont certifiés par rapport à cette norme-là, donc du coup qui donnent de l'information sur la non-toxicité du produit, ses prochaines vies, donc son degré de circularité, l'empreinte carbone, l'énergie qui servit à le fabriquer, l'impact sur l'eau, l'impact sur le social. Et il y a donc une gradation en termes des certificats, de basique jusqu'à platine. En gros, platine, c'est un produit qui est absolument non toxique, qui est 100% à base de produits recyclés, qui est 100% recyclable en fin d'usage, qui a toute une filière qui existe, qui émet 0 CO2, qui est 100% énergie renouvelable. Donc, c'est un produit qui n'existe pas, mais on a en fait toute une gradation, basique, bronze, argent, or, avant platine, pour être capable de pouvoir mesurer l'impact de notre produit.
Et ça, c'est important, c'est-à-dire que si je fais des choix qui sont de produits qui sont certifiés ou qui sont équivalents, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément certifiés, mais qui, comme on l'a vu dans les librairies précédentes, sont caractérisés, sont bons du point de vue de la toxicité, des circularités, etc. À ce moment-là, on aura plus de chances d'avoir un bâtiment qui sera lui-même sain et circulaire. Parce que quand on a de la data sur les produits et que finalement, ces gisements vont constituer le bâtiment, c'est quoi un gisement? C'est un produit avec son passeport, une quantité, une localisation. On peut commencer à faire des calculs. Ça, c'est très intéressant et donc bâtir des feuilles de route. On peut vraiment commencer à calculer l'empreinte carbone de mon bâtiment par agrégation finalement de celle des produits qui le constituent et faire ce qui est très peu fait aujourd'hui, c'est grâce au passeport circulaire calculer les empreintes carbone type scope 3. Scope 3, c'est la catégorie qui définit finalement le carbone gris, celui qui, est produit de l'extraction jusqu'à la fabrication et on peut donc ramener ça au niveau d'un bâtiment. On peut tendre aussi vers le zéro déchet parce qu'on va pouvoir créer des écosystèmes. On le verra tout à l'heure avec l'exemple du plâtre. Et puis aussi calculer la valeur économique résiduelle. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, avoir un impact sur la valeur vénale des bâtiments. Et les choses qui sont en train de se faire aujourd'hui, les experts immobiliers sont en train de dire ah, si j'ai tel produit bien caractérisé en telle quantité et bien géré, donc ils ont une valeur économique résiduelle qui est calculée, ben ça, je peux le réintégrer dans la valeur finale de mon bâtiment. Donc, c'est un appel à vraiment faire de la qualité en choisissant des bons produits, de manière à pouvoir créer de la valeur aussi bien environnementale qu'économique et que santé sur les personnes. Alors, bien sûr, il y a le potentiel et puis la réalité. Donc, derrière, une fois qu'on a ces informations-là et calculer des valeurs économiques et calculer des degrés de circularité, de non-toxicité, il faut pouvoir les intégrer dans des écosystèmes. Là, il s'agit vraiment de limiter la nature. Donc, la véritable économie circulaire, encore une fois, ce n'est pas juste le réemploi, ce n'est pas la valorisation de déchets, c'est de créer les écosystèmes qu'on a dans la nature. Un écosystème, il y a 3 parties prenantes. Si vous regardez par exemple un cerisier, donc il va systématiquement, on va avoir des gisements de feuilles par exemple ou de fleurs. On va avoir des micro-organismes qui vont les transformer en nutriments qui correspondent à la qualité attendue par donc la faune ou la flore. Donc, on inverse le modèle en fait dans la véritable économie circulaire. On ne part pas d'un tas de déchets dont on ne sait rien qu'on essaye de valoriser au mieux. On part du besoin du marché, soit en réemploi, soit en matière première secondaire. Donc, un marché caractérisé lui aussi par un passeport circulaire. Et derrière, on va utiliser, et c'est ce qu'on propose nous dans notre plateforme Epsycléa, des algorithmes intelligents, un petit peu d'IA, pour pouvoir aller chercher des gisements qui pourraient répondre à ce besoin via les transformations intermédiaires qui peuvent être le dépôt, la dépose, la collecte, le transport, la transformation chimique, la transformation mécanique. On en aura un exemple tout à l'heure avec Sarah et Sébastien. Et évidemment, si on peut connecter ça à au BIM avec des connecteurs, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour intégrer nos gisements dans ce genre de plateforme. Et comme on a des librairies de transformation, des librairies de besoins et qu'on connaît nos gisements, notre ressource manager est capable de créer donc un écosystème ou plusieurs écosystèmes, peut-être pour répondre à un besoin donné.